Si Netanyahou est arrivé à la conclusion avec ses avocats, il y a d'autres conseillers qui lui disent d'autres choses, d'accord, mais qu'il n'aurait pas droit à un procès équitable. Alors oui, il utilise tous les moyens qui sont en son pouvoir, mais c'est pas le problème. Il a pas dit qu'il n'aurait pas de procès équitable. Il pense qu'il va aller en prison, donc il veut faire un accord. Merci de nous retrouver pour le débat de Studio Kelita. Aujourd'hui, il va être question de l'accord qui se profile entre Binyamin Netanyahou et Avichai Mandelblit au sujet des affaires juridiques dans lesquelles est impliqué l'ancien Premier ministre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel en images des dates importantes de ce qu'on appelle communément les dossiers Netanyahou. C'est en 2016 qu'éclatent au grand jour les affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou. La première, nommée Dossier 1000, concerne des cadeaux que lui et les membres de sa famille auraient reçus pour une somme totale de 1 million de shekels. Mais très vite viennent s'ajouter les dossiers 2000 et 4000 qui concernent les relations du Premier ministre avec les médias israéliens. Plusieurs enquêtes policières sont menées par le département de la répression des fraudes de la police nationale. Il faudra attendre fin 2019 pour que le procureur Avichai Mandelblit annonce sa décision d'inculper Binyamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 différentes affaires. Depuis le début, Binyamin Netanyahou crie son innocence et dénonce une tentative de coup d'État. À cette époque démarrent les manifestations contre le Premier ministre devant sa résidence officielle à Jérusalem. Elles auront un nom, Crime Minister, et elles se tiendront jusqu'en juin 2021, date à laquelle Binyamin Netanyahou laissera sa place à Naftali Bennett au poste de Premier ministre. Les affaires judiciaires n'ont en rien affecté la popularité de l'ancien Premier ministre. Bien au contraire, le Likoud continue d'arriver à chaque élection en tête des suffrages. Il y a quelques jours, des informations sur des pourparlers entre les avocats de Binyamin Netanyahou et le procureur de l'État ont été révélées au grand public. Si Binyamin Netanyahou venait à signer cet accord, il ne pourrait plus être autorisé à assumer des responsabilités politiques et publiques pendant 7 ans. Et pour débattre de ce sujet, nous sommes heureux de recevoir dans nos studios Lali Doré. Lali, bonjour. Bonjour. Du Likoud et Benjamin Lashkar, qui représente Tikva Hadasha. Bonjour. De Gideon Sa'ar. Alors précisons qu'au moment où nous enregistrons ce débat, nous ne savons pas encore si un accord va être signé ou non. Les parties sont toujours en pourparlers, mais le fait même que Binyamin Netanyahou et le procureur de l'État acceptent de négocier un compromis nous fait poser pas mal de questions sur ce sujet, sur le procès, sur Binyamin Netanyahou lui-même et sur le système judiciaire en général en Israël. Et ça va être les sujets de ce débat. Alors je voudrais commencer avec vous, Lali, et vous demander, tout ça pour ça, c'est-à-dire que ça fait pratiquement 6 ou 7 ans que ce pays vit au rythme de cette affaire ou de ces affaires. Certains diront même que Binyamin Netanyahou a convoqué des élections pour échapper au procès, révélation, rebondissement, tout cela pour arriver en fin de compte à un compromis. Peut-être que Binyamin Netanyahou se trompait lorsqu'il déclarait qu'il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien. Je crois que Binyamin Netanyahou, aujourd'hui, je suis très contente de ne pas être parmi ses conseillers aujourd'hui parce que je ne sais pas exactement ce que je lui aurais conseillé de faire aujourd'hui. Je pense que Netanyahou, d'un côté, les témoignages qu'on entend au tribunal de Jérusalem sont assez impressionnants parce qu'on est en train de voir une suite de témoins qui sont censés être des témoins à charge qui sont en train de se transformer en témoins de la défense. On a l'impression que c'est un château de cartes qui est en train de s'effondrer, tous ces dossiers. Et donc, d'un côté, on a envie de dire qu'il a jusqu'au bout. Bah oui. Et qu'il donc prouve son innocence et qu'il prouve que quand on le disait qu'il était corrompu, c'était erroné. De l'autre côté, on a aussi 2 personnalités très importantes du système juridique israélien. On a l'ancienne juge Zichrona Livracha Ruth Gabizon qui avait dit que Netanyahou n'aurait pas droit à un procès équitable. Et donc ça, parce ce qu'il est, et parce que à cause du public qu'il représente, et à cause de tout l'impact que cela aura sur le système juridique israélien. Et on a surtout, à mon sens, la présidente de la Cour suprême israélienne, Esther Hayot, qui a déclaré il y a quelque temps que le procès Netanyahou n'était pas le procès Netanyahou, mais c'était le procès Mandelblit, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'était comme si c'est une manière un peu, je vais pas dire mafieuse, mais presque, de dire, je te vois, là, Mandelblit, fais attention à ce que tu vas faire. Et donc,
pour moi, de toutes les façons, les chefs d'accusation dans lesquels il était accusé sont complètement aberrants à l'origine. Maintenant, est-ce qu'il a le sentiment que de toutes les façons, il n'aura pas le droit à un procès équitable et que donc il n'a pas envie de risquer d'entrer en prison? C'est sûrement ce qui a motivé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'espère qu'il ne signera pas cet accord et qu'on ira jusqu'au bout du procès. Alors on va voir, on va en reparler de cet accord. Benjamin, ce que nous dit Lali, c'est que ce procès n'a pas de raison d'être en fait. Écoutez, vous allez être surpris, mais je suis relativement d'accord à la base avec ça. Ah, au moins ça. Personnellement, je pense que les accusations contre Netanyahou, surtout les affaires 1000 et 2000, sont complètement ridicules. L'affaire 4000, alors contrairement à ce que dit Lali, je suis de près le procès parce que j'entends tellement de choses contradictoires. D'un côté, ce qu'on appelle les chaufrottes, c'est-à-dire les propagandistes de Netanyahou qui disent depuis 6 mois tout s'effondre. Et de l'autre côté, on entend les propagandistes du système juridique qui nous expliquent que Bibi va en prison dans 2 jours. Et en fait, la réalité est entre les deux, évidemment. Le procès ne s'effondre absolument pas, mais ils n'ont absolument rien prouvé non plus. J'ai suivi ça de près et le dossier 4000, qui est le seul qui est à peu près, où il y a vaguement quelque chose, est effectivement un tout petit peu plus sérieux que ce que je pensais, même si ils n'ont rien prouvé pour l'instant. Et je pense encore il n'aurait pas dû aller en justice. On ne met pas un Premier ministre en justice surtout pour les affaires 1000 et 2000 qui sont complètement ridicules. L'affaire 1000, je pense que ce qu'a fait Netanyahou est extrêmement grave en tant que comportement public. Je pense que rien que pour ça, dans n'importe quelle démocratie normale, il aurait été chassé du pouvoir pour son comportement, mais c'est vraiment pas des choses pour lesquelles on va en procès pour avoir reçu des cadeaux et du champagne. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut être d'accord là-dessus. Maintenant, ce qui est grave dans toute cette affaire, c'est ce que ça révèle sur le système juridique, c'est d'abord la longueur des procès. Comme vous l'avez dit, Olivier, ça fait déjà 6 ans que ça a commencé. Le procès lui-même va encore durer 6 ou 7 ans. Dans n'importe quel pays, ça dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois si c'est vraiment très long. Et c'est réglé. Là, on fait traîner ça pendant des années avec un pays qui est en tension à cause de ces histoires, à tort ou à raison, pendant ça a quoi, 10 ans, 12 ans, 13 ans autour de cette histoire. Enfin, c'est de la folie pure et simple. Il faudrait réformer la façon... Il y a un projet de loi qui a été proposé hier, justement, précisément. L'opposition peut avoir de bonnes idées de temps à autre. Et donc, il faut absolument que, comme dans n'importe quel pays, ils s'assoivent, ils règlent ça en 3 semaines, on ne fait pas une séance, et puis 3 mois après une autre séance. Enfin, c'est n'importe quoi la façon de faire les procès dans ce pays. Alors, l'essence de ce procès, c'est quoi? D'après vous, Lali, c'est quoi? C'est une lutte entre l'élite et le peuple, c'est quelque chose comme ça? Pour résumer très rapidement. Il faut revenir à 77, en fait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'en 77, quand Menachem Begin a pris le pouvoir, la gauche a compris que la droite a continué d'être au pouvoir, à part quelques parenthèses de quelques années. La gauche a compris qu'elle ne parviendrait pas, que le peuple n'était pas avec elle. Et donc, elle a cherché des moyens d'obtenir le pouvoir par d'autres moyens. Et le moyen qu'elle a utilisé, qui est un moyen complètement antidémocratique, parce que le vox populi, d'accord, la voix du peuple, c'est quand même la base de la démocratie. Et donc, a décidé que elle, l'élite juridique, je vais dire même ashkénaze, qui vit dans le centre du pays et de gauche. Comme Binyamin Netanyahou, d'ailleurs. Oui, bien sûr, il est de gauche, c'est clairement. Non, mais en tout cas, c'est l'élite de Rehavien, ashkénaze, ça correspond à... Mais qui le représente... Encore une fois, c'est ce que je veux dire. Le problème, c'est pas Netanyahou. Netanyahou, entre guillemets, on s'en fout. C'est pas lui le problème. Le problème, c'est qui il représente. Or, il représente aujourd'hui une partie du peuple à qui cette élite, justement, veut retirer son droit le plus cher, qui est le droit de choisir ses représentants. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où cette élite-là a compris que par le biais des scrutins, elle ne parviendrait pas à obtenir le vote, elle fait, par toutes sortes de moyens, je ne parle pas précisément de l'affaire Netanyahou, par toutes sortes de moyens, par le fait que la Cour suprême prend aujourd'hui des prérogatives qu'elle n'aurait jamais acceptées. La Cour suprême a commencé avec Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême, a décidé qu'elle était en droit d'annuler des lois de la Knesset en fonction des lois fondamentales. Aujourd'hui, même les lois fondamentales, elle dit qu'elle peut annuler des lois fondamentales, ce qui était la base de toute la révolution de Aaron Barak. Donc elle prend le système juridique, la séparation des pouvoirs est en train d'être effacée complètement, le pouvoir juridique est en train de prendre de plus en plus la main mise sur les autres pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et c'est sur ça qu'on est en train de... On va revenir sur Aaron Barak, sur ce que dit Lali, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Binyamin Netanyahou, c'est lui qui représente le peuple par rapport à cette élite du système judiciaire. Ça, c'est rigolo. Netanyahou représente ses électeurs, évidemment, mais bon, c'est pas le peuple, il y en a quand même 9 millions de citoyens dans ce pays, on n'est pas 1 million. Et je
voudrais quand même les rappeler. électeurs, elle parle des électeurs. Sur pas 6 dire 9 millions, millions. Voilà. 6 millions d'électeurs, c'est 1 million. Dans tous les cas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Netanyahou était au pouvoir pendant 12 ans d'affilée. Pendant 12 ans, il a empêché toutes les réformes du système juridique. Et c'est la plus grande erreur qu'il ait faite. C'est pas une erreur. Il a C'est absolument une pas fait énorme erreur. Il est contre. Et aujourd'hui encore, il est contre. Je rappelle qu'il a commencé à parler de ce sujet qu'après 2019, qu'après qu'il était inculpé, même pas dans les années où il y avait un Grande procès. erreur. Et il est absolument pas pour la moindre réforme. Il est juste pour arrêter son procès. C'est la seule chose qui l'intéresse. Il fait partie de ces élites. Il n'a jamais voulu être contre eux. Il est même, comme l'a dit Aaron Barak, c'est le plus grand défenseur du système juridique qu'il ait jamais eu. Le jour où jamais... je croirais une parole de Aaron Barak C'est n'est pas Netanyahou. arrivée encore. Mais pourquoi avoir demandé... C'est Netanyahou qui allait le chercher. C'est pas lui qui est venu. Demandé son avis et presque son tampon de cache-route. D'abord parce qu'il a compris qu'il fallait en fait c'est l'instance grise, l'éminence grise de tout le système juridique israélien. Si Netanyahou est arrivé à la conclusion avec ses avocats, il y a d'autres conseillers qui lui disent d'autres choses, d'accord, mais qu'il n'aurait pas droit à un procès équitable. Alors oui, il utilise tous les moyens qui sont en son pouvoir, mais c'est pas le problème. Il a pas dit qu'il n'aurait pas de procès équitable. Il pense qu'il va aller en prison, donc il veut faire un accord pour sortir de ça. Je pense clairement qu'il pense qu'il a un procès équitable. Ils ont pas fait ça pour rien non plus. Je pense qu'il n'a pas droit à un procès équitable. Je pense que ce qui est assez épatant dans cet accord, en fait, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'un espèce d'éléphant énorme où on avait dû la corruption et on avait des choses, des chefs d'accusation quand même très très graves, a priori, le procureur de l'État est en train de dire non, en fait, j'efface celui-là, j'efface ce dossier-là, le dossier 2000 n'existe plus. Dans les deux autres dans le dossier 4000, j'efface le chef d'accusation de corruption. Il ne reste plus que fraude et abus de confiance. Or, Lali, c'est ça le principe d'un accord. Le principe d'un accord, c'est qu'on réduit, c'est comme ce qu'à Katsav, par exemple, lui a proposé aussi. Oui, mais je parle au niveau politique. Réduit, à la fin, il était en prison pour viol. Je parle de l'aspect politique même de la chose. Là, le violeur, il lui avait proposé un accord, il y avait beaucoup de choses qui avaient été enlevées. C'est le principe. Oui, mais d'accord, mais Netanyahou, c'est pas. Netanyahou, c'est pas. Ça veut pas dire qu'il ne pense pas qu'il y avait de la corruption, c'est-à-dire qu'ils essayent d'arriver à un accord. Donc chacun doit faire des compromis. Moi, je pense qu'il n'y a pas de corruption non plus. Mais c'est pas le fait qu'ils proposent cet accord ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas eux qu'il n'y avait pas de corruption. Vous pensez, Binyamin, que Benjamin Netanyahou, s'il continue le procès, il va en prison ? Sans vouloir être conspirationniste, je pense pas qu'ils ont passé autant d'années et investi autant de temps et d'énergie et d'argent. Pour lui dire, oh non, bah finalement, c'est tirer une balle dans la tête du système judiciaire. Donc évidemment que, en plus, quand on l'accuse pour quelque chose comme, alors, je sais pas comment ça se traduit en français, mais Afarat Emounim. Abus de confiance. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement vague et n'importe qui peut être accusé de ça. On peut trouver n'importe quelle raison. Il sera, quoi qu'il arrive, condamné. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Lali ? Moi, ce qui me gêne dans cet accord, beaucoup, c'est cette histoire de calonne. Calonne, je crois qu'on traduit ça par opprobre ou opprobre, je ne sais plus. Bref, c'est en fait le fait de dire que les juges, en fait, sont... Je suis pas sûr qu'il y a un terme en français, mais... et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de terme en français, parce que ça n'existe dans quasiment aucun pays démocratique. Clause infamante. Une clause infamante. En fait, en disant ça, ça veut dire qu'on dit que le public n'est plus en droit de choisir celui qu'il veut choisir. C'est-à-dire qu'un juge, ou dans ce cas-là, le conseiller juridique du gouvernement, seul, d'accord, est capable de décider pour tous les électeurs que cet homme-là, précisément, ne peut pas siéger à la Knesset ou au gouvernement. Or, ça va au contraire de toutes les valeurs de toutes les valeurs démocratiques, encore une fois, et c'est pas pour rien que ça n'existe dans aucun pays. Moi, si j'étais Netanyahou, si j'étais Netanyahou, je sais que au Likoud d'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui demandent ça, qui disent que le prochain gouvernement, que j'espère le Likoud dirigera, on enlèvera cette clause du calonne qui est complètement dingue, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est le fait même qu'on veuille empêcher, et c'est pas pour Netanyahou qu'on le fera, parce que ça se trouve il sera déjà en prison à ce moment-là, je ne sais pas. Bizarrement, ça n'a jamais gêné personne. Mais encore une fois, mais je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous. Politiques. Je suis d'accord. Ça vous a pas gêné. Subitement, c'est Netanyahou, c'est très grave. Tu veux que je te tape des mains ? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il a fait une énorme erreur, Netanyahou, de ne pas s'être occupé du problème énorme Il ne veut pas et il veut toujours pas. Pourquoi il veut pas alors ? Pourquoi il veut pas ? C'est contre
Mais pas du tout, il y croit pas. C'est toutes ces théories que les bibistes adorent et qui sont complètement conspirationnistes. Moi, je suis d'accord qu'une grande partie de la critique du système judiciaire, c'est même un des sujets les plus importants. Et Gideon Sarr est justement en train de faire de grandes réformes, comme par exemple la séparation des pouvoirs du conseiller juridique qui va être divisé en deux. Ah, ça va se faire, ça ? Évidemment que ça se fait, c'est en train d'être fait. Okay. Personne ne le nie, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et ce sera la plus grande réforme qui ait jamais été faite depuis 40 ans du système juridique. Gideon Sarr, qui est un des plus grands critiques du système juridique, qui a été bloqué par Netanyahou pendant des dizaines d'années. Il faut se dépêcher parce qu'on nomme prochainement un nouveau procureur. Non, ça sera fait après. Justement, le nouveau conseiller juridique, c'est la personne que Gideon Sarr veut absolument élire, c'est une femme qui justement soutient ça. C'est la condition numéro 1 pour pouvoir être élu par Gideon Sarr. C'est quelqu'un qui supporte ça. Netanyahou est contre. Parce qu'il n'y croit pas, ça l'intéresse pas. Lui, les seules choses qui l'intéressent, c'est l'Iran, et puis lui-même, et puis des choses comme ça. Il s'est pas intéressé depuis 12 ans, ni de l'économie, ni de. Tu penses pas qu'il y a eu un changement ? Tu penses pas qu'il y a eu un changement dans sa tête aujourd'hui et qu'il a compris ? Je lui ai parlé encore il y a c'était il y a 3 ans maintenant, le temps passe. Ouais, mais il était déjà bien dedans et il était absolument opposé à la moindre réforme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on dit en hébreu, la Simone est tombée et qu'il a compris. Au contraire. Bien au contraire, il est complètement contre parce que ça réduit ses chances d'avoir un procès à peu près équitable. L'avenir le dira. Ça réduit ses chances de pas aller en prison. Évidemment qu'il n'a absolument pas envie de se battre contre eux. Il a jamais voulu se battre contre eux. Ça l'intéresse pas. C'est la dernière chose qui l'intéresse. Quand on entend ces dernières déclarations, on a quand même le sentiment qu'il est plutôt vindicatif à l'encontre du système juridique. On n'a pas. Pour lui, c'est tout. Non, pas seulement. Je suis pas certaine. Ça, il est fini. On peut arrêter avec Netanyahou. Le type est fini. Il va partir là. Mais c'est marrant parce que c'est quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que tu es pour le libre arbitre, Benjamin Lashkar ? Parce que le libre arbitre, il dit que toute personne est en droit de choisir celui qui la personne qu'elle veut. C'est faux ce que tu dis. Je te rappelle que dans toutes les démocraties, comme un pays que les gens peut-être connaissent ici, qui s'appelle la France, le président il peut être élu que 2 fois de suite. Mais d'accord, mais c'est pas un régime parlementaire. Mais c'est pas un régime parlementaire. Il n'y a pas un seul régime parlementaire dans le monde. Il n'y a pas. Alors laisse-moi 2 minutes. Il n'y a pas un seul. Le régime présidentiel, tout à fait. Aux États-Unis aussi. Mais pas du tout. Le régime parlementaire. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul régime parlementaire. Un parti, on s'en fout qui est à la tête du parti. On choisit un parti. Mais d'accord, mais les gens, les électeurs du Likoud, mais les membres du Likoud. Oui, c'est une secte. Ont une secte. On est tous, on est 120 000 membres d'une secte. Voilà, Hare Krishna, et voilà, je suis n'importe quoi. Pas les membres du Likoud, mais les membres du Likoud choisissent. Ce qu'on appelle les bibistes, ce que tu dis être fier. Les bibistes sont une secte. Ils préfèrent Bibi au gouvernement, ils préfèrent Bibi au pays. Ils préfèrent Bibi merci pour cette analyse psychologique. Merci pour cette analyse psychologique. Mais quand tu fais de la politique, ce qui est important, c'est d'être au pouvoir et appliquer ta politique. C'est pas un homme. On s'en fout complètement de Netanyahou. Si on est de droite, on s'en fout de Netanyahou. Ce qui est important quand on est de droite, c'est d'appliquer une politique de droite. Netanyahou, il peut faire ce qu'il a envie. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème, Netanyahou. Mon problème, en tant qu'homme de droite, c'est qu'on applique une politique de droite. Et le Likoud a sacrifié la politique de droite pour protéger un homme qui en plus n'est même pas de droite. On va pas rentrer dans le débat politique parce que là c'est assez compliqué de me dire quelqu'un qui est assis avec Meret, avec le Parti travailliste et ce gouvernement est plus à droite que celui de Netanyahou. On va pas rentrer dans ça. On va pas rentrer dans ça, mais c'est assez ironique. On va continuer sur le procès et sur Binyamin Netanyahou. Encore une fois, je voudrais revenir sur le fait que aujourd'hui, vous pensez, Lali, que Binyamin Netanyahou, c'est le représentant du peuple, en gros. Je dis que c'est le représentant du peuple. Il ne fait pas partie de cette élite. Non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est qui le peuple, enfin, en tout cas, ceux qui soutiennent Netanyahou, c'est pas seulement le Likoud en passant, c'est aussi les électeurs de Chasse, les électeurs de Yadut HaTorah et les électeurs de la Tzionut Hadatit. D'accord ? Ça fait quand même pas mal d'électeurs en même temps. Toutes ces personnes-là veulent que Netanyahou soit leur représentant, soit leur leader, soit leur premier ministre. Mais est-ce qu'il n'utilise pas un peu justement le fait qu'il utilise ces partis pour ses besoins personnels ? Mais c'est assez impressionnant parce que ces besoins personnels, encore une fois, si Netanyahou quittait la vie politique, d'accord, comme on lui propose aujourd'hui dans cet accord, il pourrait faire une conférence par mois et gagner un demi-million de dollars. On n'arrête pas de lui dire qu'il est avare, qu'il est rongé par l'avarice. Le mec, il pourrait se faire en or, d'accord, clairement, uniquement en faisant des conférences. Il le fait pas, il reste à la tête du pays parce qu'il a compris qu'il est le seul à avoir la stature pour diriger le pays. Aujourd'hui, on a un Premier ministre j'ai même pas de mots pour décrire ce qui est en train de se passer, d'accord, avec 6 mandats et encore... Binyamin ne ricane pas parce que le parti
auquel tu appartiens, selon tous les sondages, a 0 mandat aujourd'hui. Depuis 10 ans, 20 ans, Likoud, il est Sheker. Les sondages, c'est les mensonges. Alors c'est Sheker, d'accord, voilà. Okay. Il va avoir 4 mandats, 6 mandats. D'accord ? Est-ce que tu es d'accord ? On sait rien. Il va passer de 0 à 20. Les élections sont en 2025. Les élections sont en 2025. Et on verra à ce moment-là. On se rappelle les sondages qu'il y avait 3 mois. Regarde les sondages 3 mois avant les dernières élections. Est-ce que tu crois vraiment que le gouvernement. Est-ce que tu crois que ce gouvernement, après la Iskat Tioun, après l'accord avec Netanyahou, va tenir ? Ça m'intéresse de savoir. Oui. Il n'y a aucune raison pour personne du gouvernement d'aller Benny Gantz, non ? Même si au Likoud, il y a quelqu'un d'autre qui arrive ? Ça va absolument rien changer pour ce gouvernement. Ils n'ont aucun intérêt, aucun d'entre eux, à aller à des élections. Au moment, en 2023-2024, il se peut que ça permette d'augmenter les possibilités. Je pense que si Netanyahou part, il y aura plutôt, à mon avis, ce qui est beaucoup plus probable, c'est un schisme au Likoud. Parce qu'il y a deux Likoud. Il y a le vrai Likoud, c'est-à-dire les gens qui sont encore de droite nationale, libérale, normaux. Et il y a la secte bibiste. Normaux. qui sont des gens qui sont néo-marxistes, obsédés par la politique, ce qu'on appelle la politique des identités, les thèses progressistes, qui se disent de droite, qui n'ont rien de droite, qui sont socialistes aussi, et donc qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'est la droite nationale et libérale. Et donc je pense que ces gens sont ensemble tenus par Netanyahou. À partir du moment où il n'y a plus Netanyahou, il va y avoir une rupture. Un type comme Amsalem et un type comme Shtanit, ils n'ont rien à faire ensemble. Ouais. Donc, ouais. Un petit mot juste sur le Likoud après, si Binyamin Netanyahou, bien entendu, se retire de la vie politique. Ça va être moche. Ça va être moche, clairement. Parce que, encore une fois, je ne vois pas aujourd'hui, dans les 10 premiers députés du Likoud, quelqu'un qui a la stature de Netanyahou. Ça va. Nous sommes le seul parti démocratique qui effectue des primaires. Chacun aura sa chance, chacun aura le droit de prouver ses chances et de prouver qu'il est capable, justement, de rentrer dans les énormes chaussures de Netanyahou, dans les bottes de Netanyahou. J'espère que ça se fera, je pense que ça se fera de la manière la plus démocratique possible. Et on verra où on sera. Mais là, encore une fois, pour le moment, Netanyahou, c'est lui notre Premier ministre. Enfin, en tout cas, c'est lui notre candidat à être Premier ministre. Et c'est lui notre leader au Likoud. Et nous espérons qu'il le sera encore de nombreuses années. Alors, juste pour terminer, un dernier mot. Lali et Benjamin, est-ce que vous ne trouvez pas ça indécent qu'une collecte d'argent, une collecte de fonds pour un des hommes les plus riches d'Israël soit organisée actuellement ? Non, je ne trouve pas ça indécent. Je trouve que c'est extraordinaire. Je vais vous expliquer. Samedi soir, je regarde Internet après Shabbat. Et donc, je vois qu'il y a une manifestation de 40 personnes, 50 personnes anti-Netanyahou qui manifestent devant le domicile d'Avichai Mandelblit, le conseiller juridique du gouvernement. Et ça fait la une de tous les journaux. Jeudi soir, il y a eu une manifestation avec presque 10 000 personnes, d'accord, à Jérusalem, qui n'a été traitée par aucun média. Et donc, je pense que les gens, ils se disent tout simplement, personne ne nous regarde. Notre seule manière à nous de manifester, de prouver notre mécontentement, c'est de donner de l'argent à cette cagnotte. Il y a des gens qui ont donné 5 shekels. Ça ne les a pas ruinés. Le fait qu'on dise constamment, oui, les pauvres gens de la périphérie qui ont donné de l'argent à Netanyahou, faut arrêter un peu. Les gens ont, encore une fois, le libre arbitre. Je pense que c'est un RR, une valeur que le Likoud libéral est censé accepter. Ils ont donné cet argent parce qu'ils ont le sentiment que c'est le seul moyen pour eux de manifester leur mécontentement et de soutenir l'ancien Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il n'y avait aucune manif avec 10 000 personnes à Jérusalem jeudi soir. Dans tout le pays, il y a peut-être 1000 personnes qui sont Non, je parle pas de celle dans les carrefours qui a eu lieu dimanche soir. Je te parle de celle de jeudi soir qui a eu lieu devant le bureau du Premier ministre. Il y avait au moins 10 000 personnes et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. J'ai absolument pas entendu parler de cette manifestation. Bah oui, c'est exactement ce que je dis. Bravo, merci d'abonder dans mon sens. Je pense que je l'aurais entendu, merci d'abonder dans mon sens. Ça me paraît légèrement bizarre. Et surtout, il n'y a pas de place pour mettre 10 000 personnes là-bas. Oui, c'est pathétique. Et en plus, c'est une arnaque. C'est clair que les gens ont donné de l'argent pour aider à la défense de Netanyahou. Ça va partir dans les poches d'autres gens pour faire autre chose. C'est triste. Et je pense que les gens qui ont organisé ça ont clairement exprimé que si cet argent n'allait pas à ça, ça reviendrait aux personnes qui ont donné l'argent. Je n'ai pas le moindre doute que l'argent ne sera jamais rendu et que ça va être utilisé pour autre chose. Ils ont même commencé à le dire. Inon Magav lui-même a commencé à dire que ça va être utilisé pour autre chose. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a dit que l'argent serait rendu ce matin. C'est une arnaque. Je l'ai entendu ce matin dire que l'argent serait rendu. Ils utilisent un peu. Les gens sont stupides. Les gens qui ont donné l'argent sont stupides. Vas-y, explique-moi. Non, ils sont pas stupides. Ils savaient très bien que Netanyahou est millionnaire. Ils savaient très bien qu'il n'y a pas besoin de cet argent. Donc ils ne sont pas stupides. Non. C'est peut-être un moyen, comme dit Lali, de montrer leur soutien. Le seul moyen pour ces personnes. Non, ils n'ont pas d'élection. Ils ont des tas de moyens. Oui, parce qu'on aura nous retiré leur soutien. C'est malheureusement ce que j'appelle la fausse droite. Des gens, toute l'identité est contre la gauche, contre tout ce qui
contre tout ce qui est un peu élitiste, contre tout ce qui est les institutions. Et pour moi, c'est justement la tragédie absolue de la droite en Israël, c'est qu'elle n'est pas de droite. Ce sont des gens qui sont, dans n'importe quel autre pays, seraient d'extrême gauche, et qui en Israël sont appelés droite. Uniquement parce qu'on habite, par exemple, en Judée-Samarie ou qu'on soutient. Pour des raisons historiques, ça serait trop long d'expliquer, mais c'est pas ça la droite. La droite, c'est pas être contre la gauche. La gauche a tort sur à peu près tous les points, mais bon, c'est pas nos ennemis. La droite, ce sont des valeurs, une idéologie. Mais le Likoud, c'est ton ennemi ? Le Likoud n'est absolument pas mon ennemi. Ok, donc il n'y a pas d'ennemi. On n'a pas d'ennemis, on a des opposants, des opposants idéologiques, mais ce ne sont pas des ennemis. Nos ennemis sont les Arabes, sont les Palestiniens, sont les Syriens, sont les Iraniens. On est d'accord, sur ça on est d'accord. Et le problème une grande partie de la droite, c'est qu'ils vivent dans une vision complètement conspirationniste et paranoïaque qui est basée sur des faits réels à la base. Je comprends parfaitement, je suis même relativement d'accord sur une bonne partie des choses. Mais c'est tout ce qui reste. Il n'y a aucune idéologie derrière ça. C'est tout. Non. Pour terminer, Lali, un mot ? Non, juste, c'est assez étonnant d'entendre ça d'un représentant d'un parti qui siège avec Raham, avec Meretz et avec le Parti Travail. C'est tout. Le Likoud n'a jamais siégé avec la gauche. Le Likoud n'a pas essayé de siéger avec Raham récemment. Quand c'est le Likoud, il y a toujours des raisons, il y a toujours des excuses. Mais quand c'est les autres, c'est parce qu'ils sont des traîtres. La majorité des députés. Quand le Likoud la siège majorité avec la gauche, des 61. on n'avait pas le choix, et puis il fallait, et puis la politique. Et puis, est-ce qu'une seule fois le Likoud a siégé, alors qu'il y avait, parmi les 61 mandats, il n'y avait que 16 mandats ou même pas qui faisaient partie de la droite. Il y a 65 droites, et ils ont quand même siégé avec Livni. Mais ils étaient la majorité. C'est exactement ça que je parle. Ils étaient de droite, et la majorité est de droite. On va devoir dans le gouvernement. On va devoir s'arrêter là. On fera sans doute encore d'autres débats, peut-être sur des sujets plus politiques. En tout cas, merci beaucoup Lali Deray, merci Benjamin Ashkar d'avoir été avec nous ce matin pour participer à ce débat. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau débat sur Studio Kelita.